très bon début de semaine à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Le financement des PME de femmes sera bientôt facilité en Afrique. C'est grâce à un partenariat entre plusieurs institutions bancaires. L'Agence française de développement appuie les réformes nécessaires dans la gestion des finances publiques au Niger. Elle va débloquer 23 milliards de francs CFA. Enfin, l'Éthiopie entend se positionner comme destination privilégiée des investissements dans le secteur minier. La Banque africaine de développement et le Fonds africain de garantie ont signé un protocole d'accord avec 3 banques africaines pour formaliser leur engagement de travailler ensemble. L'objectif affiché est de combler le déficit de financement à l'égard des femmes en Afrique. Le déficit de financement à l'égard des PME des femmes d'Afrique pourrait être comblé dans les mois à venir. Ceci grâce à 3 banques qui ont signé un protocole d'accord avec la Banque africaine de développement et le Fonds africain de garantie. Le dit protocole, qui vise à formaliser l'engagement des parties prenantes, porte sur un montant de 300 millions de dollars, soit plus de 178 milliards de francs CFA. Il permettra aux femmes de pouvoir lancer des PME dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et autres services. L'objectif à terme est d'atteindre un fonds de 3 milliards de dollars, soit plus de 1700 milliards de francs CFA. Ainsi, les PME des femmes pourront bénéficier de beaucoup plus de prêts et d'expertise dans le domaine de l'assistance technique à travers une approche beaucoup plus soucieuse de l'égalité de genre. Le nouvel accord interbancaire induit aussi une garantie de partage des risques. L'engagement des gouvernements africains a également été sollicité pour promouvoir des lois incitatives afin de permettre aux femmes d'avoir accès au financement. Représentant la majorité des exploitants agricoles en Afrique, les femmes sont victimes d'exclusion financière à 70%. Elles font face à un déficit de financement de près de 16 milliards de dollars. Le développement va octroyer à l'État du Niger une enveloppe de 35 millions d'euros, soit 23 milliards de francs CFA, destinée à financer la mise en œuvre des réformes nécessaires dans la gestion des finances publiques dans le pays. Cette enveloppe s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des ressources intérieures. Elle va s'échelonner sur une période de 6 ans. Dans un premier temps, 30 millions d'euros vont être alloués à la mobilisation des ressources domestiques pour une durée de 3 ans. Ensuite, les 5 millions d'euros restants seront destinés au renforcement de l'administration fiscale et financière sur 3 ans. Tout ceci vise à accroître les revenus de l'État nigérien. Se positionner comme destination privilégiée des investissements dans le secteur minier. C'est le rêve que nourrit désormais l'Éthiopie, le pays mis en priorité sur les minéraux comme la potasse utilisée dans l'agriculture et les matériaux de construction. De quoi mieux accompagner le programme d'industrialisation et de libéralisme économique entamé par le Premier ministre Abiy Ahmed. L'Éthiopie, bientôt une destination privilégiée des investissements dans le secteur minier, on pourrait répondre par l'affirmatif en considérant l'engouement des autorités éthiopiennes à concrétiser ce rêve. Grand producteur agricole, le pays mise en priorité sur les minéraux comme la potasse utilisée dans l'agriculture et les matériaux de construction pour mieux accompagner le programme d'industrialisation et de libéralisme économique entamé par le Premier ministre Abiy Ahmed. L'Éthiopie s'engage par ailleurs à supprimer les obstacles à l'investissement dans le secteur minier pour en faire un pilier de l'économie nationale. Ainsi, après avoir abaissé le taux d'imposition des sociétés minières de 35% à 25% et le taux de redevance sur les métaux précieux de 8% à 7%, le gouvernement d'Abiy Ahmed va accorder des facilités aux investissements dans des minerais susceptibles d'être utilisés dans le secteur agricole, comme la potasse, génératrice d'engrais ou encore dans les minerais utilisés par le secteur des BTP.
L'Éthiopie prévoit aussi de réviser d'ici août 2020 son code minier dont la première mouture devrait être connue d'ici mars 2020. L'objectif visé est de ramener la contribution du secteur minier au PIB à 10% d'ici à 2030 contre 3% actuellement. Couvrant une superficie de 1 104 300 km² pour une population de 105 millions d'habitants, selon le recensement de 2017, l'Éthiopie dépend essentiellement de l'agriculture qui emploie plus de 80% de sa population et des services qui contribuent à son économie à hauteur de 42%. En 2019-2020, la production d'agrumes de la Tunisie pourrait chuter de 366 000 tonnes, soit 17% de moins que les 440 000 tonnes de la campagne écoulée. Ceci à cause de la hausse des températures qui a entravé le développement des fruits durant la phase de croissance. Néanmoins, cette baisse en quantité de la récolte devrait être compensée en partie par l'amélioration de la qualité des organes maltais qui compte pour environ 30% du volume total d'agrumes. Il faut dire que le verger d'agrumes de la Tunisie couvre une superficie d'environ 270 000 hectares, principalement situés dans le gouvernorat de Nabeul. Le pays ambitionne d'atteindre 450 000 tonnes d'agrumes d'ici 2025 et exporte près de 90% de sa récolte vers la France. Voilà qui nous conduit à la deuxième partie de ce journal de l'économie. On retrouve donc Kazmik Pedio dans un court instant. Bonjour à vous, Kazmik Pedio. Bonjour Inès. Nous allons au Burundi aujourd'hui avec vous. La Banque africaine de développement a révélé les performances et les contre-performances de ce pays. C'est vrai Inès, et surtout les contre-performances de ce pays, en effet, donc parti d'un taux de croissance de 0,2% en 2017, le pays a affiché un taux de croissance en progression qui a atteint donc 1,4% en 2018 et déjà en 2019 le pays a encore chuté avec la croissance de son produit intérieur brut qui affiche 0,4% et reprendra certainement en 2020 avec un taux de croissance de 1,2%. Donc le taux de croissance pour les 5 dernières années, le Burundi a connu donc une performance en temps de scie. Ça évolue, ça chute, ça monte, ça chute, et ceci à cause des facteurs à la fois exogènes mais aussi endogènes. En effet, le pays vit dans une situation d'insécurité totale. Le pays vit également dans une certaine opulence de l'État central. Les réformes sont faites, mais beaucoup plus en défaveur de la population. L'État vit au dos de la population et ceci ne permet donc pas véritablement à accroître le potentiel économique de ce pays-là. En tout cas, le Burundi n'est pas un exemple en Afrique en ce qui concerne donc la croissance des meilleurs pour le compte donc des 5 prochaines années. C'est pas nous qui le disons, c'est le Fonds monétaire international, c'est la Banque mondiale, c'est aussi la Banque africaine de développement qui, selon donc les données macroéconomiques, n'augure pas d'une bonne performance déjà avec une inflation de 22,1% en 2019, je ne sais pas véritablement ce que la population peut faire avec donc ce taux d'inflation-là qui va s'afficher autour de 23,1% pour le compte de l'année 2020, un budget déficitaire pour les 5 dernières années. Voilà un peu le tableau un peu sombre au niveau de ce pays-là. À tout cela, Kazmik Pedio, il faut ajouter une inflation de 12,7% du produit intérieur brut. À quoi cela peut être dû? Cela est dû donc à tout ce que j'ai dit par le passé, c'est-à-dire la nonchalance donc au niveau de la population active, véritablement découragée par les conflits, découragée également par donc l'inactivité au niveau de l'État central. Le Burundi aujourd'hui va travailler véritablement pour pouvoir donc rééquilibrer les choses. Vous l'avez dit, le taux d'inflation n'est pas des meilleurs au niveau de ce pays-là. La balance commerciale, elle est et restera déficitaire avec moins 9,2% pour 2019 et moins
11,2% pour 2020. Voilà un peu le tableau que présente donc ce pays-là. Lorsque vous avez une balance commerciale déficitaire, cela signifie que le pays importe plus de produits. Le pays tend la main beaucoup plus à l'international en ce qui concerne donc sa consommation que la production locale au niveau de ce pays et pourquoi pas les exportations. Et donc véritablement le pays doit travailler, doit reprendre donc le chemin de la production, surtout que le potentiel de ce pays est des meilleurs, il faut le dire, hein, c'est un pays minier, un potentiel minier caractérisé donc par la richesse de son sous-sol où on retrouve donc le calcaire, on retrouve donc le nickel, on retrouve le coltan, la phosphate et bien d'autres encore richesses du sous-sol qui restent jusqu'à aujourd'hui sous-exploitées parce que véritablement le Burundi n'a pas encore trouvé de bons investisseurs ou également donc la législation en la matière n'offre pas d'opportunité pour les investisseurs de venir, pourquoi pas donc squatter un peu sur cette richesse-là. Kazmi Pidjo, le Burundais a connu par ailleurs une dépréciation de 3,5%. Bien sûr, la devise locale a également subi le contre-coup donc de cette politique à la limite passable. Pourquoi pas la Banque centrale a revu donc à la baisse ses intentions pour véritablement donc permettre à l'État de ne pas sombrer totalement. Et donc d'ici à là, on verra si 2020 le pays pourra donc reprendre des embellis avec donc les réformes annoncées, les suggestions faites donc par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la BAD pour relancer donc l'économie de ce pays-là. En tout cas, la Banque centrale sera beaucoup plus conciliante avec donc l'État central pour revoir pourquoi pas ces données monétaires à la hausse pour véritablement donner au Burundi quelques chances de pouvoir donc s'afficher comme un pays pouvant permettre aujourd'hui d'atteindre un taux de croissance, comme je l'ai annoncé, de 1,2% pour le compte donc de l'année 2020. Alors, Kazmi Pidjo, comment est-ce que les Burundais vivent tout ceci? Ils vivent ceci très mal, car il y a un groupuscule au niveau donc de ce pays-là qui profite donc de l'aisance, de la richesse du sous-sol, et donc la richesse n'est pas partagée, l'inclusion économique n'est pas une réalité au niveau de ce pays-là, et à tout ceci, je l'ai dit tantôt, la politique vient donc ajouter avec la crise politique au niveau de ce pays. Il va falloir véritablement que les autorités puissent penser véritablement la question de l'alternance et surtout du fonctionnement des institutions au niveau de ce pays-là pour relancer, pourquoi pas, le secteur social. Je veux parler donc de l'éducation. Il faut revoir donc la formation pour véritablement donc asseoir une jeunesse autour des questions de développement, autour des questions de transformation structurante donc des richesses de ce pays-là. L'agriculture peut mieux donner encore à ce pays, mais faudrait-il que les cultivateurs, les agriculteurs puissent retourner aux champs à défaut donc de les retrouver dans les grandes villes en train donc de prendre des armes, pourquoi pas, pour réclamer la paix et la quiétude au niveau de ce pays. Merci à vous, Kazmi Pidjo, et bonne semaine. À vous de même. À vous aussi, chers amis téléspectateurs, je souhaite de passer une excellente semaine, bien sûr, en compagnie des programmes de SICA.